c'est parti. J'ai pas mon téléphone, Donc, la voici globale. on va parler aujourd'hui de traumatisme et on va s'intéresser particulièrement aux complications immunologiques, principalement immunodépression, chez les patients qui ont présenté un traumatisme grave. C'est un travail que j'ai en collaboration avec le docteur Gutenberg. On va s'intéresser particulièrement dans une deuxième partie à une personnalisation pour essayer de voir s'il y a différents profils de patients qui vont développer différents potentielles complications en fonction du risque, enfin en fonction de leur profil d'immunodépression. Donc voici le sommaire. Je tiens juste à préciser que les différentes transitions ne sont pas volontaires. Donc on va tout d'abord faire quelques rappels sur l'immunité innée et l'immunité adaptative pour essayer de bien comprendre le sujet par la suite. Attends, en 30 secondes, faire commencer au début. Ah. Tu n'as pas partagé les trucs, partagé les Non, Factotum, là, ça va pas. Et celui-là, là Oui, c'est ça. Oui, mais c'est de casser les autres pour que le sien soit. C'est Loïc qui a fait ça. Mais c'est Vous voyez tout de peau pendant celui d'entre vous. C'est ce qu'il est moins beau, donc je suis obligé de fixer. Or, dis pas après. Donc, vas-y, Depuis te laisse pas. Oui, tu redémarres. Donc acteur. Si, redémarre. Redémarre. Ok. Hop, je te fais. Il y a 0. Allez, vas-y. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au traumatisme, à ses complications immunologiques, principalement l'immunodépression, et on va surtout s'intéresser à une personnalisation de prise en charge pour voir si différents profils après un traumatisme peuvent survenir. C'est un travail du Google fait avec Dr. Lucie. Donc voilà. Donc voici le sommaire. On va d'abord s'intéresser à quelques rappels sur l'immunité innée et adaptative pour bien comprendre de quoi on parle. Alors l'immunité, le système immunitaire composé de deux entités, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est une immunité qu'on a dès la naissance, qui est dite naturelle, qui permet une réponse constitutive et spécifique et non spécifique envers un agent pathogène par exemple. C'est une immunité qui est mobilisée de manière précoce, à la différence d'une immunité dite adaptative du coup, qui elle est acquise au fur et à mesure du temps, qui fonctionne sur un principe de mémoire et qui elle va être spécifique contre un agent pathogène donné qui sera plus tardif. Différentes cellules composent l'immunité innée de l'immunité adaptative, principalement au niveau de l'immunité innée. Ce qui va être important, c'est les cellules dendritiques, neutrophiles et les monocytes qui se transforment en macrophages, qui permettent de nous donner une réponse précoce et on va avoir, et en plus de ces cellules, des facteurs solubles, principalement les chimiokines, cytokines, qui elles vont permettre une mobilisation cellulaire jusqu'à un espace donné. Si on prend l'exemple du coup, par exemple d'une rupture de la barrière épithéliale, par exemple une coupure, une blessure à un point de vue local, donc là j'ai décidé de prendre l'exemple d'entrée de bactéries au niveau de l'espace sous-cutané, on va avoir donc, du coup des bactéries qui vont rentrer dans l'espace sous-cutané, une mobilisation de nos différentes cellules de l'immunité innée qui vont avoir à leur surface des récepteurs qu'on appelle des PAMP. Donc les PAMP c'est pour pathogènes associatifs moléculaires patternes, qui vont avoir la faculté d'être reconnus par d'autres récepteurs qui vont être cette fois situés sur les cellules de l'immunité innée, qu'on appelle PRR, pour Pattern Recognition Receptor. Le principal PRR, c'est le Toll-like Receptor, TLR, qui va fonctionner d'une façon via une voie qui emprunte la voie du NF-kappa B. En fait, cette voie va permettre la transcription de cytokines pro- et anti-inflammatoires au niveau nucléaire, qui va permettre donc du coup la genèse d'une réponse inflammatoire par un afflux de cytokines au niveau local qui vont permettre d'appeler les cellules de l'immunité innée et une réponse inflammatoire locale avec tout ce qu'on connaît, vasodilatation, œdème, gonflement, douleur, au niveau local. D'un point de vue du système immunitaire, on va avoir ensuite une réponse adaptative qui va être initiée par une mobilisation de nos cellules présentatrices d'antigènes, ici une cellule dendritique qui va se mobiliser au niveau des organes lymphoïdes secondaires, va aller à la rencontre des cellules de l'immunité adaptative, des lymphocytes T principalement. Il va y avoir un échange qui va se faire entre une partie du PAMP qui est sur un récepteur qu'on appelle CMH ou HLA,
qui, à l'aide de cofacteurs, les CD80-86 principalement, va permettre de présenter un antigène aux cellules de l'immunité adaptative et ainsi de créer une réponse spécifique contre cet antigène. Si on s'intéresse maintenant particulièrement à la physiopathologie immunitaire après un traumatisme, qu'est-ce qui se passe après un traumatisme? On va avoir des lésions cellulaires qui peuvent être multiples, musculaires, osseuses, hépatiques, qui elles vont donc détruire la cellule. On va avoir une libération du contenu cellulaire en intravasculaire et toute cette libération de molécules, on va pouvoir le réunir sous le nom de DAMPs, for Damage Activity Molecular Pattern, et ces DAMPs vont avoir la faculté, eux aussi, de se lier au toll-like récepteur, tout comme un agent pathogène. Les DAMPs, ils sont multiples, ça peut être des protéines nucléaires, des acides nucléiques, aussi bien de la cellule en tant que telle que des acides nucléiques mitochondriaux, des protéines de stress, ou encore des molécules issues de la matrice extracellulaire, acide hyaluronique par exemple. Du coup, ils vont utiliser la voie du toll-like récepteur avec le NF-κB, permettre la transcription de cytokines et donc entamer eux aussi une réponse inflammatoire. Le souci des polytraumas, c'est que face à un bilan lésionnel très important, on va avoir des DAMPs qui vont être en circulation de manière très importante et donc créer une réponse inflammatoire qui sera elle aussi très importante. Il y a vraiment un lien fondamental entre l'attrition tissulaire et le traumatisme qui peut être du coup à l'origine d'un CIRS. Globalement, on va donc avoir une réponse inflammatoire qui va être à la fois pro-inflammatoire et en même temps anti-inflammatoire. C'est-à-dire que après un traumatisme, on va avoir un relargage de cytokines pro et anti-inflammatoires de manière concomitante. Le pro-inflammatoire va être à l'origine d'un CIRS, l'anti-inflammatoire à l'origine de ce qu'on appelle un CARS, qui est un système de compensation de cette réponse pro-inflammatoire. Ici, on a une étude qui nous montre bien que dès la phase préhospitalière, on va avoir une augmentation à la fois de nos DAMPs, qui sont représentés par le nDNA, enfin l'ADN nucléaire mitochondrial, et l'HSP70, qui est une protéine de stress intracellulaire. Et en dessous, on va avoir interleukine 6-8, qui sont des cytokines pro-inflammatoires, interleukine 10, qui est une cytokine anti-inflammatoire. On voit bien que dès l'étape préhospitalière, il va y avoir un relargage majeur à la fois des DAMPs, des cytokines pro et des cytokines anti-inflammatoires. Si on s'intéresse aux cytokines pro-inflammatoires, elles vont être donc à l'origine de ce qu'on peut appeler un CIRS, donc un syndrome de réponse inflammatoire systémique, à l'origine d'un état inflammatoire généralisé, principalement comme on l'a dit par interleukine 6-8 ou TGF-bêta, qui va aussi majorer du coup les cellules de l'immunité innée, principalement les polynucléaires neutrophiles, et qui peut être à l'origine, comme on le sait, d'un possible syndrome de défaillance multiviscérale avec des atteintes d'organes différents, vasoplégie, insuffisance rénale aiguë, hépatocellulaire, etc., CIVD. Mais en même temps, on va avoir donc ce qu'on appelle le CARS, qui est un système de compensation de cette réponse pro-inflammatoire, qui lui a un véritable rôle de régulation via la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires, qui elles vont être à l'origine d'une diminution de l'expression de l'ARN messager qui code pour le HLA-DR, qui, comme on l'a vu, est la molécule fondamentale du lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et on va voir aussi, ce qui est montré dans certaines études, une baisse précoce de l'expression des gènes qui codent pour les cofacteurs de présentation, donc le CD28, CD80, CD86 par exemple. Le souci de cette altération, c'est que du coup on va avoir une altération entre, donc, comme on l'a dit, les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes, et donc de leur production. Donc on va avoir une lymphopénie séquelaire qui peut, elle, être en cause de possibles infections nosocomiales à distance. Donc globalement, on se retrouve avec un événement qui est précoce, qui est brutal et qui est important. On va avoir une véritable perturbation de l'homéostasie du système immunitaire qui va affecter à la fois les branches innées et adaptatives, qui peut être à l'origine d'un CIRS et en même temps d'un CARS, et ce qui peut être à l'origine de lymphopénie et donc de possibles infections nosocomiales par la suite. Ici, on voit bien le rationnel entre les deux avec une étude qui s'est intéressée au taux de HLA et taux d'infection chez les patients en réanimation. On retrouve qu'en fait, les patients qui ont de l'HLA qui est moins bien exprimé au niveau de leurs cellules vont développer plus d'infections au long cours. Alors, la personnalisation, pourquoi s'y intéresser? Donc, juste quelques rappels au niveau du traumatisme grave, qui est la première cause de décès avant 40 ans. La principale cause de décès, ce sont les lésions cérébrales ou hémorragiques massives, qui sont diminuées avec les méthodes de réanimation modernes, mais il va persister une mortalité plus tardive qui, elle, va être en réanimation avec un syndrome de défaillance multiviscérale à la phase aiguë, mais de manière plus tardive, plus chronique, des infections nosocomiales qui peuvent être potentiellement mortelles. Mais on voit qu'il y a certains profils qui vont
développer des infections nosocomiales, d'autres non, des profils qui sont très variables. Et donc du coup avec Lucine on s'est intéressé à pourquoi est-ce que tel patient va faire une multitude d'infections et tel patient n'en fera pas après un traumatisme important. C'est pour ça qu'on va prendre deux exemples. L'exemple de deux patients qu'on a eu dans le service, monsieur C, 32 ans, un patient qui est accueilli chez nous il y a maintenant 10 jours, un traumatisé grave suite à une percussion d'un véhicule léger à haute cinétique, avec un bilan lésionnel très important, qui est, si je vois sur la gauche, principalement un traumatisme multiple du bassin avec un saignement actif, plaie grélique, hémopneumopéritoine, un patient dont l'évolution est globalement simple, c'est-à-dire une extubation précoce, un sevrage en noradrénaline d'AJ2 qui est toujours actuellement en réanimation mais qui est détechniqué à pyrétique, qui n'a pas fait d'infection nosocomiale. Et à côté, on a un autre patient, monsieur J, 29 ans, c'est un patient qu'on a accueilli maintenant longtemps en réanimation, qui est un traumatisé grave à la suite d'un accident de la voie publique, trottinette contre véhicule léger à haute cinétique également, avec un bilan lésionnel important, principalement un traumatisme rachidien. Et comme on peut le voir, un séjour en réanimation compliqué, principalement 5 épisodes de PAVM, avec bactériémie, des infections urinaires, et malheureusement une évolution défavorable avec un syndrome, avec un sevrage ventilatoire difficile dû à ces nombreuses PAVM, qui a nécessité trachéotomie et une vénocalyse au des éducations au bout de 3 mois. Alors, pourquoi est-ce que tel patient va faire de nombreuses infections nosocomiales et tel patient moins? Certaines études s'y sont intéressées, principalement deux. Une première étude américaine qui s'est intéressée au rapport entre une lymphopénie persistante et une augmentation des infections et des décès après un traumatisme. C'était une étude américaine rétrospective qui s'est intéressée sur une cohorte de 2500 patients, de patients âgés de plus de 18 ans qui avaient un ISS supérieur à 15. Ce qui ressort de cette étude, c'est que le risque relatif de décès va varier en fonction de soit une majoration des polynucléaires neutrophiles, soit des lymphocytes. Il n'y avait pas de résultat significatif sur les polynucléaires neutrophiles. Par contre, quand on regarde les lymphocytes, on va voir qu'une lymphopénie qui revient à la normale dès J4 va être liée à une diminution du risque relatif de décès, alors qu'à contrario, une lymphopénie persistante à J4 augmentait le risque relatif de décès. C'est ce qu'on voit ici sur des groupes de survie qui ont été réalisés. Donc, on disait qu'il n'y avait pas de résultat significatif sur la persistance des polynucléaires neutrophiles élevés, mais par contre, si on regarde la courbe de survie en fonction de la lymphopénie, on voit, donc on a en vert les patients qui ont une lymphopénie initiale qui revient à la normale, et en rouge les patients qui ont une lymphopénie qui persiste à J4. On a en bleu les patients qui n'ont jamais développé de lymphopénie. Et en fait, on voit qu'il y a une différence sur le décès entre les patients du coup, qui ont une lymphopénie qui revient à la normale et les patients qui ont une lymphopénie qui persiste, avec des résultats qui ressortaient significatifs. Il y a une deuxième étude du coup, qui s'y intéressait, c'est une étude chinoise sur une cohorte un peu moins importante mais qui reste quand même de 1000 patients, tous majeurs, sans comorbidité immunitaire, avec un ISS supérieur à 16, et pareil, sont intéressés en fait à la relation entre les éléments de la NFS à la prise en charge initiale et les complications tardives entre J7 et J60. Donc globalement, pour bien comprendre comment ça fonctionne, sur ce schéma, on va avoir en gris les patients qui ont un traumatisme qui est grave mais avec un ISS inférieur à 24, et en rose les patients qui ont un ISS qui comprend entre 25 et 74, avec des dosages à J1, J3, J7, des polynucléaires neutrophiles, ANC sur la gauche pour N pour neutrophile, et en dessous un pourcentage qui va représenter le patient qui ont du coup ici des polynucléaires neutrophiles qui sont hors zone, donc c'est-à-dire la zone normale des polynucléaires neutrophiles, c'est la zone grisée en bas, au-dessus c'est tous les patients qui vont avoir du coup, des PNN augmentés. Si on regarde par exemple la différence entre les traumatisés les plus graves et les moins graves, on voit en fait qu'il y a une réascension des PNN à J7, alors que les patients qui vont avoir des traumatismes moins graves vont avoir leurs PNN qui vont continuer à diminuer globalement. Pour les plus graves, à J7, les PNN réaugmentent. Là où on va avoir des résultats plus intéressants, ce sera pour les lymphocytes. On voit que dès J1, ils vont être bas, c'est-à-dire donc dès J1, on voit que 79% des patients et 81% des patients vont déjà avoir une lymphopénie.
Mais on voit qu'il va y avoir une réascension des lymphocytes à distance du traumatisme qui va se faire à J3 pour les patients qui ont un traumatisme moins sévère et à J7 pour les patients qui ont un traumatisme plus sévère. Ce qui va être intéressant, c'est que si on s'intéresse maintenant aux complications septiques, on va retrouver les mêmes résultats. C'est-à-dire ici en violet clair, on va avoir les patients qui n'ont pas développé de sepsis dans les 60 jours après leur traumatisme, et en bleu, ceux qui ont développé un sepsis. On voit qu'on a des résultats qui sont similaires, c'est-à-dire une réascension des PNN à J7 chez les patients qui développent un sepsis. Et au niveau des lymphocytes, c'est la même chose, c'est-à-dire une lymphopénie initiale avec à J3 une réascension pour les patients qui ne développent pas de sepsis, et à J7 une réascension pour ceux qui développent un sepsis. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui est le plus intéressant, les patients en fonction de la mortalité, globalement, en fonction de la mortalité, on retrouve des choses similaires. C'est-à-dire, là on a en vert les patients qui, au bout des 60 jours, sont toujours en vie, en bleu, les patients qui sont décédés au cours de leur séjour. Avec en dessous, en blanc et en marron, ils ont différencié si la cause de décès était due au sepsis en blanc ou au traumatisme en marron. Ce qu'on voit, c'est à peu près le même profil, c'est-à-dire on voit que le taux de PNN est le même à J1 et J7, donc une réascension des PNN à J7 chez les patients qui sont décédés, alors que chez les patients non décédés, on a globalement des chiffres qui restent stables entre J3 et J7 après diminution. Et ce, quelle que soit la cause de la mortalité, que ce soit un sepsis ou un traumatisme. Pour les lymphocytes, c'est là où les résultats sont les plus parlants, c'est-à-dire que chez les patients qui vont qui ne vont pas décéder dans les suites, on va avoir les lymphocytes qui vont augmenter progressivement au cours de leur séjour, alors que chez les patients décédés, on voit bien 80% lymphopénie persistante pour tous les patients décédés. Et ce, pareil, quelle que ce soit une cause septique ou une cause traumatique. Une chose intéressante en plus, c'était les monocytes qui étaient ressortis de manière significative dans cette étude, avec les monocytes bas qui persistent à J3 et J7 de prise en charge chez les patients décédés. Donc, une fois qu'on enlève tous les facteurs de confusion, globalement, ce qui a pu ressortir de cette étude, c'est que les lymphocytes à J1, J3, J7 et surtout le rapport entre J3 et J1 sortaient comme facteur potentiel qui pouvait augmenter la mortalité après un traumatisme. Au niveau du sepsis, c'était les lymphocytes à J3, J1, les PNN à J7 principalement. Voilà. Donc quelques perspectives thérapeutiques. Certaines équipes du coup se sont intéressées à ce qu'on pourrait faire pour essayer de diminuer ceci. Globalement, peu d'essais thérapeutiques quand même après un traumatisme. Ce qui ressort, c'est l'essai de l'interféron gamma. Pourquoi ? Parce que l'interféron gamma, alors c'est caché en haut, mais on voit pas, il est entouré en rouge. Il permet la transcription génétique de l'HLA-DR. Donc on se dit que donner de l'interféron gamma pourrait augmenter l'HLA-DR. Ce qui a été remarqué, c'est que du coup, ça permettait une diminution des PAVM dans cet essai randomisé, mais il n'y avait pas de résultat significatif en termes de mortalité et de durée de séjour. Une autre chose qui a été essayée par la même équipe française, c'était l'hydrocortisone à dose modérée pendant respectivement 7 ou 10 jours en fonction de l'étude. On voyait, après un polytraumatisé, donc du coup on donnait de l'hydrocortisone à 200 mg pendant 7 jours, on voyait qu'il y avait une diminution de l'incidence des PAVM. Par contre, la même chose a été réalisée chez les patients qui avaient cette fois-ci juste un traumatisme crânien, et là il n'y avait pas de résultat significatif pour les mêmes doses d'hydrocortisone, mais cette fois-ci non pas pendant 7 jours, mais pendant 10 jours. Autre chose qui a été essayée, non pas dans le traumatisé grave, mais dans le choc septique, c'était du coup un traitement par GM-CSF qui pourrait permettre une diminution de la durée de séjour dans cet essai randomisé qui avait été réalisé, ainsi que la durée de ventilation mécanique. Ça n'a jamais été encore essayé pour l'instant dans le traumatisme. Donc en conclusion, après un traumatisme, on va donc avoir une réponse rapide de l'immunité à la fois innée et adaptative, surtout innée, avec cytokine pro anti-inflammatoire qui vont être à l'origine d'un CIRS pour les pro-inflammatoires, d'un CARS pour les anti-inflammatoires, qui va causer potentiellement une immunodépression qui peut être à l'origine d'infections nosocomiales par la suite. On voit qu'il y a des profils qui varient énormément après un traumatisme,
Le facteur qui pourrait être intéressant, c'est de bien regarder du coup les lymphocytes après un traumatisme. Si on voit qu'ils persistent, potentiellement on peut dire que c'est un patient à risque d'infection nosocomiale. Et pour vous donner donc du coup les lymphocytes par exemple des deux patients dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, monsieur C, quand on regarde, il a donc effectivement une baisse des lymphocytes mais qui restent normaux à J3 et avec une réascension mais avec des lymphocytes toujours normaux à J7, alors que quand on regarde monsieur J, lymphopénie présente dès J1 et persistante par la suite. Merci.